justement, quelles sont les plantes qu'on retrouve. Pardon. Ce patrimoine végétal, il est extrêmement étendu et il s'est constitué depuis plusieurs millénaires. Donc, la première grande vague d'introduction des espèces, elle correspond en fait à l'adoption des espèces domestiquées au Proche-Orient. Donc, ce sont essentiellement des céréales et des légumineuses qui vont constituer la base de l'alimentation, avec une série de céréales qui nous sont familières et d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc on retrouve très régulièrement à Pompéi, comme d'autres contextes, plusieurs espèces de blé, avec notamment le blé amidonnier, qui représente une espèce de base extrêmement importante, mais qui est peu panifiable. Donc c'est un blé qu'on va surtout consommer sous forme de concassé, sous forme de bouillie, de grains broyés, concassés. Accompagnant l'amidonnier, on trouve également de l'engrain, de l'épeautre, et puis des froment, des blés durs, avec là aussi des variétés qui nous sont un peu moins familières, comme ce blé compact, qui est en fait un froment avec des épis extrêmement compacts. Donc on a non seulement des espèces qui peuvent différer un petit peu des espèces qui nous sont familières, mais également toute une variété qui ne correspond pas forcément à la variété actuelle et qui peut comprendre des dizaines de types. Actuellement, il y a environ près d'1 millier de types de blé tendre, mais il y a quasiment 10 000 types de blé dur. Alors, la variété antique pouvait être un peu plus réduite, mais elle est déjà extrêmement étendue et on le voit d'ailleurs en regardant les formes de grains. À côté des blés, il y a également toute une série d'orges et puis donc des millets, le millet commun, le millet des oiseaux. Donc c'est ce genre de céréales à petits grains qu'on va consommer un petit peu à la manière du riz. Et ces céréales, elles présentent certaines caractéristiques et notamment des contraintes techniques qui vont expliquer certaines grandes évolutions que l'on observe en Méditerranée et aussi en Europe du Nord-Ouest au cours précisément de la période antique. Ce qui apparaît, c'est que les céréales dites à grains vêtus, de type donc en grains amidonniers et épeautres, elles vont céder la place à d'autres types de blé qui vont vraiment monter en puissance et éclipser ces autres céréales. Et ce changement, il va tenir un fait technique, c'est que les grains vêtus, au moment de la récolte et du battage, ont tendance à se casser. L'épi de ces céréales est fragile et au moment où on les bat, l'épi se casse. Donc ils conservent en fait un caractère qui était commun à leurs progéniteurs sauvages. Et à ce stade, après un premier battage, le grain est encore enserré dans les enveloppes. Et donc il faut mettre en œuvre des procédés de décortiquage qui sont extrêmement longs, extrêmement contraignants. Et c'est la raison pour laquelle on va assez vite abandonner ces céréales dites à grains vêtus pour privilégier d'autres céréales type blé tendre, blé dur, qui sont beaucoup plus faciles à nettoyer. Et un peu partout autour du pourtour méditerranéen, on voit que ce phénomène de remplacement il s'effectue avec la montée en puissance de l'urbanisation. Donc quand on a affaire à des populations plus importantes et des populations qui ne sont plus des populations d'agriculteurs et qui ont besoin d'un approvisionnement régulier en grains, on va privilégier donc ces céréales faciles à nettoyer parce que ça permet d'accélérer les opérations après la récolte et c'est plus facile à transporter, à stocker. Ce sont des céréales prêtes à l'emploi, entre guillemets. Et associées en fait aux espaces de mouture, ce sont essentiellement des blés tendres qu'on va découvrir. D'autres types, la seconde autre grande famille de plantes, outre les céréales, ce sont les légumineuses. Donc des choses qui comprennent la lentille qui nous est familière, mais aussi d'autres légumineuses qu'on connaît peut-être un petit peu moins. La févrole, qui est donc une variété de fèves à petites graines, et c'est uniquement celle-là qu'on trouve pendant la période antique. Les fèves à grosses graines ne sont pas encore connues, elles sont beaucoup plus tardives. L'herse également, des
des gesses. Donc, ce sont des espèces qu'on va consommer en bouillie, en soupe. Le lupin, dont vous connaissez peut-être les grosses graines jaunes qui sont consommées en snack avec les olives. Et à l'époque, c'est vraiment un aliment extrêmement commun qui sert à la fois à nourrir les hommes mais aussi à nourrir le bétail. Et donc, toutes sortes d'autres légumineuses. Là, je vous ai mis peut-être celles qu'on connaît un petit peu moins bien. Et également toute une série de plantes qui fournissent de l'huile, avec évidemment des circulations d'huile d'olive extrêmement importantes, mais de manière beaucoup plus ténue. Également la présence d'autres espèces qui vont être exploitées essentiellement pour leurs graines oléagineuses. Outre le lin, le pavot, le chanvre, on a également des choses là aussi moins connues comme la caméline et puis les moutardes qui fournissent donc des graines oléagineuses. Alors un patrimoine culinaire qui va s'enrichir petit à petit avec l'ouverture donc de ces voies commerciales vers l'Orient et l'arrivée donc de toute une série de nouvelles espèces qui sont essentiellement des espèces, des épices, des condiments et puis des fruits. Donc parmi les espèces locales, on peut avoir le céleri, le fenouil, le thym, toute une série de choses. Mais on a également des choses beaucoup plus exotiques, comme l'ail et l'oignon, qui à l'origine proviennent donc d'Asie centrale. Et des épices qui dont le commerce se développe vraiment avec la période antique et la mise en place donc, de ces voies commerciales, comme le poivre, qui est originaire donc d'Inde, ou le cumin qui provient lui aussi d'Orient. On a également toute une série de légumes. Le terme légume n'est pas un terme proprement parlé botanique, c'est un terme qui regroupe beaucoup de parties de plantes, les racines, les parties vertes, les fruits. Et donc là, je vous évoque simplement quelques espèces. D'une part, pour évoquer le fait qu'on a des formes de légumes qui ne sont pas celles qu'on connaît forcément aujourd'hui. Donc la représentation ici sur une fresque d'Herculanum de cucurbitacées. Donc les cucurbitacées connues pouvaient correspondre à la calebasse, au melon ou à la pastèque. Et là, on a donc des exemples de graines de calebasse dont la génétique a montré, parce qu'il y a deux origines possibles, l'Afrique ou l'Asie, que toutes les spécimens d'époque antique provenaient d'Asie. Là, des graines de melon, mais ces choses-ci sont des melons. Les légumes ici très allongés, et les légumes ici, ce sont des melons, et ce sont des melons non sucrés. Donc il faut penser aussi que les variétés antiques présentaient des formes et une diversité qui, là aussi, ne correspond pas à la diversité actuelle. Et dans ce panel de légumes, il y a aussi une exploitation assez vaste, assez marquée d'espèces qu'on considère actuellement comme des espèces sauvages qui ont été délaissées pour la consommation, mais qui, à l'époque romaine, et on le sait par les sources écrites, entre autres, entraient vraiment dans les jardins et étaient régulièrement consommées. Donc il y a toute une série de mauves, de renouées, de pourpiers, toute une série de plantes qui sont actuellement négligées, mais qui à l'époque constituaient des légumes régulièrement consommés, et dont on retrouve aussi les traces par l'archéobotanique. Là, vous avez l'exemple d'un fruit, cette fois-ci minéralisé, de mauve. Et puis, un patrimoine culinaire qui s'enrichit considérablement avec toute une série d'espèces fruitières, qui là aussi sont en partie locales, mais pour beaucoup sont importées. Ils vont être acclimatés progressivement en Italie. Donc le caroubier, dont on a retrouvé beaucoup de Gusa Herculanum à Pompéi, qui est une espèce spontanée en Méditerranée, mais qui va donc être aussi mise en culture, greffée, développée. Des espèces exotiques au départ, mais qui vont pouvoir être assez rapidement
être acclimatés en Italie, comme le grenadier, dont on retrouve des stocks complets. Donc là, c'est un stock de grenades qui a été retrouvé en place dans un baril à Oplontis. Et c'est une espèce qu'on utilise aussi en tannerie. On utilise les fruits matures dont la teneur en tanin est extrêmement forte pour aider donc au processus de transformation des cuirs. Et puis des espèces qui restent des espèces importées. Là, j'ai mis l'exemple de la date. Le palmier dattier pouvait être planté en Italie, mais il n'y fructifiait pas. Et donc, les dattes continuent d'être importées d'Afrique du Nord, de la péninsule arabique de Judée. Et ce sont des fruits qu'on retrouve très, très fréquemment, à la fois en contexte domestique, mais aussi dans les contextes funéraires ou dans les résidus de sacrifice. Et évidemment, autour du terroir de Pompéi, une importance très marquée de la vigne, du raisin. Là, on en a deux exemples avec des résidus de pressage du raisin, donc le marc, qui a été retrouvé là aussi tel quel en contexte, et la cour de cette Villa Regina, donc qui est en fait une exploitation agricole de la périphérie de Pompéi, où on peut voir en fait tous les vases qui étaient semi-enterrés dans le sol de la cour de cette villa et qui étaient destinés donc à la fermentation du jus de raisin pour la préparation du vin. Alors, il y a également donc de nombreuses plantes exotiques. On a évoqué la date, mais il y a des choses un petit peu plus rares encore, avec l'apparition en fait des agrumes dont on a des traces à Pompéi sous forme de macroreste dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc ce sont les semences retrouvées ici, avec la présence d'une espèce primaire qui est le cédrat, mais également déjà aussi la présence d'hybrides comme le citron, qui est issu donc d'un croisement du cédrat et de l'orange amer, avec une identification des deux espèces qui a été mise en évidence par la paléontologie, notamment pour les Pseudoplontys, et de représentations sous forme de fresques qui représentent plus vraisemblablement un citronnier qu'un cédratier. Autre espèce, à l'origine, donc, les agrumes, ce sont des espèces qui ont été domestiquées en Chine ou en Inde, et donc ce sont des espèces qui sont là importées et qui vont être acclimatées plus tardivement en Italie. Également une autre espèce exotique, elle aussi provenant d'Inde, donc le sésame, qui est une espèce à la fois condimentaire et oléagineuse, dont on a retrouvé donc des spécimens en contexte samnite, sous les dépendances du temple de Fortune, donc il est localisé au nord du forum de Pompéi. Et là également donc une espèce qu'on retrouve aussi en Grèce de manière un petit peu plus précoce et qui est donc importée d'Inde. Donc ça a fait un lien en fait entre les boulangeries et les huileries, puisqu'on réutilisait un déchet issu de la préparation des huiles d'olive dans ces espaces, avec un transport, peut-être même une commercialisation de ces déchets. Et ça nous amène à parler de la production d'huile, puisqu'on a pu analyser donc, ces noyaux par des techniques de biométrie assez sophistiquées. Et ça nous a permis de constater qu'on a affaire uniquement à des noyaux issus d'oliviers domestiques. Donc un terroir qui comprenait aussi des oliveraies, avec une culture de l'olivier relativement développée. Et il y a également des vestiges archéologiques qui ont livré directement des témoins donc, de cette préparation, puisque là c'est une bouteille dont le contenu a pu être analysé et identifié comme de l'huile d'olive. Donc c'est probablement la plus vieille attestation de ces types de produits. Donc ça a été daté par radiocarbone, effectivement, de la période précédant de peu l'éruption. Et le contenu a pu être
identifiés en réalisant l'analyse moléculaire donc, du produit conservé. Petit intermède. Donc, ces produits alimentaires, notamment le pain, l'approvisionnement en céréales qu'on a déjà beaucoup évoqué, c'était un enjeu alimentaire, mais également un enjeu politique. Et on a aussi à Pompéi ce genre d'inscription qui est abondamment conservé. On a toute une série de graffitis qui sont conservés, notamment dans la rue de l'Abondance, une des rues principales du site. Et ces graffitis correspondent en fait à des slogans électoraux. Donc les personnages qui visaient certaines fonctions publiques, notamment pour devenir édile ou doumvir, bénéficiaient de slogans et de l'appui de leurs concitoyens qui faisaient peindre sur les murs toute une série de mentions. Et certaines de ces mentions montrent l'importance en fait de l'approvisionnement avec une proclamation telle que Élysée édile Caius Iulius Polybius, il apporte du bon pain. Et en fait, ce personnage contrôlait une série de boulangeries et était donc capable de mettre au service de la population, en quelque sorte, cette production, ces boulangeries, et donc d'assurer la suffisance alimentaire. Donc on a une série de choses qui évoquent aussi l'importance de cet approvisionnement, avec ici la représentation d'une distribution de pain. Et ce n'est pas du tout la représentation d'un boulanger vendant sa production, parce que le personnage principal est en toge, et en fait c'est une personne qui soigne sa campagne électorale en effectuant des distributions de pain. Donc on a également un enjeu politique derrière cet approvisionnement qui existait dans les grandes villes telles que Rome, mais qui a existé aussi dans des cités plus modestes comme Pompéi. Alors parlons un petit peu de cuisine. On a vu les différents produits et donc la diversification progressive de ce patrimoine culinaire, avec néanmoins quelques grands produits qui sont à la base de cette cuisine romaine. Donc on a déjà évoqué l'huile d'olive. Un autre produit extrêmement important, il n'est pas d'origine végétale, ce sont donc toutes les conserves et les sauces de poisson, notamment le garum, dont Pompéi d'ailleurs assurait en partie la production. On a retrouvé des ateliers correspondant donc à ce type de produits. Ce sont des sauces de poisson fermentées qui se rapprochent un peu du wok mam asiatique pour leur goût et qui apportaient donc des saveurs salées et soutenues à la cuisine. Également des goûts sucrés qui sont apportés par un petit nombre de produits, entre autres le miel, les fruits également, les dattes, les figues, et toute une série aussi de produits qui servent spécifiquement à la conservation des aliments. Donc en l'absence même si on pouvait disposer de glacières, on a une conservation des aliments qui est essentiellement basée soit sur le sel, soit sur la saumure, mais également sur les sous-produits de la fabrication du vin. Donc le vinaigre était extrêmement important comme produit à la fois pour conserver les aliments, mais qui leur conférait aussi un goût particulier. Et également ce qu'on appelle le defrutum, donc les jus de raisin concentrés, qui permettaient de conserver là aussi les produits alimentaires, qui leur apportaient une saveur sucrée. Donc toute une série de produits qui servent à la conservation, mais qui vont aussi conférer des goûts particuliers aux aliments. Et finalement, la cuisine romaine est une cuisine de contraste, d'équilibre, avec des saveurs poivrées qui s'allient au sucre, avec aussi des saveurs acides ou amères qui vont être contrebalancées par l'emploi d'autres produits. Donc c'est vraiment une cuisine de contraste assez fort, assez puissant, avec le recours à certains goûts qui nous sont un peu moins familiers.